Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, quelque chose de très intéressant pour nos projets Pacdrive. Nous allons regarder l'influence des paramètres et la charge CPU qui en résulte quand on travaille sur un template motion et robotique. Donc, eh bien, effectivement, hein, c'est le cœur de cette présentation, analyser, mesurer et comprendre la charge CPU dans un template avec des axes motion et 4 robots. Donc nous allons travailler avec 80 axes motion simples en positioning, plus 8 axes qui vont servir à faire du tracking pour les robots Delta. 4 robots Delta, un tracking d'entrée, un tracking de sortie, donc ça nous fait 8 axes motion pour faire ceci. Alors l'application robotique va être toute simple, hein. On ne peut pas tout présenter dans un seul tutoriel. Donc une application qui va juste faire du pick and place, il n'y aura pas d'attente, on va passer d'un convoyeur d'entrée au convoyeur de sortie avec juste une petite tempo entre les deux. Voilà, vraiment tout bête, pas de contrôle, on va dire, le but est juste d'occuper le processeur pour voir eh bien, comment il s'en sort dans le calcul des trajectoires. Alors, nous allons étudier l'influence de plusieurs paramètres et configurations. Tout d'abord, LMC 802 et 902. Hein, le 902 est plus puissant que le 802. Nous allons regarder les différences entre deux versions de Machine Expert. La version 2.0, comme vous savez, c'est une version que j'aime beaucoup utiliser. Hein, c'est celle qui est installée sur mon PC, les autres étant dans des machines virtuelles. Et la 2.2.2 qui est, alors c'est quasiment plus la dernière, mais c'est au moins l'avant-dernière hein, par rapport à la date où j'enregistre ceci. Hein, nous sommes fin avril 2025. Nous allons regarder l'influence du tic Sercos, donc la tâche motion, soit à 1, soit à 2, soit à 4 millisecondes. Ce sont les 4 valeurs admissibles pour le Sercos, la tâche motion. Nous allons de même regarder l'influence de la tâche main machine, donc on va aller entre 5 et 40 millisecondes avec bien évidemment corrélation entre la tâche motion et la tâche main machine. Je ne rentre pas plus dans les détails pour le moment, nous verrons ça plus tard. Et paramètre important, alors là aussi, hein, qui fait l'objet d'un certain nombre d'idées reçues. Donc nous allons mesurer l'influence quand on configure ou non l'accélération tangentielle, le contrôle d'accélération tangentielle. C'est une fonction qui prend de la charge CPU et qui permet, par exemple, dans les mouvements en spline, de ne pas, de limiter l'accélération tangentielle afin de ne pas expulser le produit, en particulier quand on a un gripper par aspiration, quand on tient le produit par aspiration, par dépression. Donc accélération tangentielle, plus communément on appelle ça la force centrifuge ou centripète. Hein, quand on tourne trop vite dans une trajectoire circulaire ou elliptique, donc dans une spline de robotique, on peut dans certains cas éjecter le produit. Voilà. Cette fonction de contrôle de l'accélération tangentielle, qu'on appelle également dans notre jargon le veil control, voilà, permet de limiter ceci. Alors, dans l'application que je vais utiliser, effectivement, il n'y a que 80 axes motion en positioning simple. Hein, il n'y a pas de profil de cas, il n'y a pas de jog, il n'y a pas de fonction évoluée, il n'y a pas non plus de programme applicatif, si ce n'est un séquenceur pour faire les tests dans un certain ordre, nous verrons plus tard. Et puis, on pourra configurer de 1 à 4 robots pour voir l'influence effectivement du nombre de robots. Alors, dans une véritable application, il y a beaucoup plus de choses. Hein. Il y a le contrôle d'entrée-sortie, il y a un applicatif à programmer. Encore une fois, on ne peut pas tout mesurer dans un seul cas de figure. Hein. Il faut bien faire des hypothèses et vraiment se concentrer sur ce que l'on veut mesurer. Alors, je suis dans ce cas-là en simulation, hein, uniquement avec le contrôleur. Alors, je vous le redirai, mais attention, il peut y avoir une influence dès qu'on va passer un axe réel, et bien entendu sur une machine réelle, avec des communications en plus, des choses comme ça. Donc voilà, ce que je vous présente là n'est que
mesurer en simulation. Ça donne un ordre de grandeur, ça nous renseigne sur l'influence, la direction de l'influence de nos paramètres, mais bien évidemment c'est à confirmer par un essai réel lorsque l'on n'est plus en simulation. Donc la méthodologie de ces mesures, c'est de pouvoir effectivement, et je vais vous le montrer dans quelques instants, pouvoir piloter les paramètres indépendamment les uns des autres. Et quand on voudra faire vraiment des tests comparatifs entre deux versions, entre le 802 et le 902, eh bien nous serons obligés d'automatiser, de séquencer les tests toujours de la même manière pour être certain que l'on mesure toujours les mêmes choses, hein, qu'il n'y a pas d'effet de bord en fonction d'une opération humaine et d'une opération manuelle. Voilà, je vous montrerai ça également. Enfin, toujours dans la méthodologie, on va démarrer les Ax Motion, on va démarrer les robots, et on va s'assurer que quand on les arrête, quand on revient à la position de repos, on retrouve les conditions initiales, c'est-à-dire la charge CPU initiale. Ça aussi, c'est important, dans une optique de déterminisme total, de s'assurer qu'on revient toujours aux conditions initiales. Très important. Alors, pour ce faire, et je vous le montrerai en détail pour les différents cas de figure, hein, c'est séquencé avec des temps auxquels on va capturer les charges CPU, donc à 7, à 12, à 21, à 31 secondes, 41, 51, 81, 85, etc. Et des relevés. Donc, faire comme ceci permet de toujours mesurer les mêmes choses dans les mêmes conditions. Voilà, pour avoir des résultats les plus factuels possibles et le moins soumis possible à interprétation ou à pouvoir les remettre en question. Alors, la mesure du available load, alors comme vous le savez sur le LMC, on a un paramètre qui est la constante de filtrage, donc on peut regarder à 1 milliseconde, à 10, à 100, à 1 seconde, etc. etc. La méthode que j'ai choisie, eh bien, c'est de mettre ce paramètre à 10 millisecondes pour avoir quelque chose d'assez réactif et de faire par moi-même un filtrage du premier ordre avec une constante de temps d'1 seconde, c'est-à-dire que les temps seront stabilisés à peu près au bout de 3 secondes. Et d'afficher sur la trace à la fois cet available load filtré et le brut. Ceci pour voir si on n'a pas de temps en temps des zones masquées où pendant 100, 200, 500 millisecondes, le processeur est complètement occupé et ne fait plus rien qu'une seule tâche. Voilà. Donc en ayant ces deux, on va dire la mesure instantanée et la mesure filtrée utile, ça permet de nous garantir qu'on fait une mesure cohérente, qu'on n'a pas d'effet de bord. Contrôlez-le aussi sur vos vraies machines. Il peut arriver dans certains cas, je l'ai déjà vu, qu'on a une tâche de communication, en particulier Ethernet IP, qui à un moment donné va prendre tout le temps CPU, va masquer tout le reste, et ça peut causer des problèmes relativement importants. Donc assurez-vous toujours que, je vais le dire un petit peu avec des guillemets, que le processeur arrive toujours à respirer, voilà, qu'il ne s'asphyxie pas. Comme je vous le disais, ce sont des résultats de simulation. Contrôlez toujours réellement pendant la mise en service que vos résultats de simulation que vos résultats de mesure réelle sont identiques ou très très proches de ce que vous aviez fait en simulation. Très important. Il peut y avoir des petites différences, il y en a toujours, mais voilà, elles doivent rester dans des grandeurs proches du négligeable. Effectivement, quand vous allez rajouter des communications, de l'Ethernet IP, de l'Ether4, quand vous allez rajouter des entrées-sorties, etc., etc., tout ça également, ça va représenter de la charge de CPU qui va impacter votre système. Dans le choix du séquencement que j'ai fait, la séquence de test complète dure 85 secondes, je vous le montrerai un petit peu plus tard. Et donc dans les différents paramètres, donc, je vais mesurer pour un Sercos à 1 milliseconde des main machines à 5 et à 10 millisecondes, ça fait 2 cas. Pour un Sercos à 2 millisecondes, et un main machine à 10 et à 20 millisecondes, ça fait à nouveau 2 cas. Et pour un Sercos à 4 millisecondes, j'ai fait le choix de 8, 16, 20 et 40 millisecondes pour le main machine. Ça nous fait donc ici
8 cas possibles. Ensuite, on va travailler sur deux versions de l'MC, 802, 902, et deux versions de Machine Expert, 2.0 et 2.2.2. Donc ça nous fait 4 combinaisons, fois les 8 cas précédents, 4 fois 8, 32. Et enfin, deux cas distincts avec ou sans velocity control, c'est-à-dire le contrôle de l'accélération tangentielle, ça nous fera encore 2 cas. Au total, 64 cas différents. On aurait pu en faire plus, on aurait pu en faire moins. Voilà, c'est le choix que j'ai fait pour cette présentation. 64 cas, 64 traces, etc., etc. Donc ça va nous donner, et on le verra un petit peu plus tard, ici la courbe verte, le available load directement donné par le LMC, donc avec une constante de temps de filtrage de 10 millisecondes, et en rouge le calcul que je fais pour avoir une constante de temps, enfin un filtrage avec une constante de temps à 1 seconde. Donc ici on va avoir la charge CPU à vide. La courbe bleue ici c'est quelque part un état du système. Quand cet état passe à 5, ça veut dire que j'ai démarré 88 axes motion, puis à 6, je démarre le premier robot, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, et on verra après, cette courbe va redescendre quand j'éteindrai les robots peu à peu, et effectivement, le available load va remonter. Cette courbe, bien évidemment, c'est du pourcentage, hein, ça évolue entre 0 et 100. 0, le processeur ne respire plus, et 100%, il ne fait rien. Voilà, on va osciller entre ces deux bornes. Donc, nous allons regarder comment tout ceci fonctionne. Donc là, mon programme est lancé, et dans un premier temps, le séquenceur ne va pas tourner de manière automatique. Je vais piloter les choses à la main pour vous montrer un petit peu comment tout ceci fonctionne. Donc, je vais lancer la trace de la charge CPU, et je vais me mettre en run. Donc, ma charge CPU filtrée monte, hein, on reconnaît bien ici un premier ordre. Je suis à vide autour de 70% de available load. Alors, concrètement, j'ai un Cercos à 1 milliseconde. Voilà, je me suis mis volontairement dans un cas un petit peu critique pour bien voir cette charge évoluer dans la plus grande amplitude possible. Donc, Cercos à 1 milliseconde. J'ai configuré pour avoir 2 robots en Velocity Control et 2 qui ne l'auront pas. Je vous montrerai concrètement sur la visu ce que ça donne. Et un main machine à 10 millisecondes. Donc là, je suis, on va dire, dans quelque chose de très standard en motion. Quand on est en robotique, souvent, on est un peu moins rapide qu'une milliseconde. Voilà. Donc, ma trace tourne, le programme ne fait rien. Je vais commencer par acquitter mon exception de départ. Voilà, et je vais lancer les 80 axes motion en automatique. Ils sont ici, donc ils vont tourner de manière autonome. Je les démarre les uns après les autres. Voilà. Vous pouvez me faire confiance, il y en a 80. J'ai représenté juste leur position ici. Je n'ai pas représenté toutes ces visuels des axes, mais ça tourne. D'un point de vue charge de CPU, voilà, on les a mis ici. Ça change finalement très peu, hein. On passe de 70 à peine moins. Finalement, ça ne se voit pas. Je vais lancer également les 8 axes de tracking. Je vais le lancer par la commande Table Auto, 25994. Ces axes-là n'ont d'autre but que de générer des sources de vitesse. Voilà. Et puis, je vais maintenant démarrer les robots. Donc, toujours pareil, la trace CPU n'a quasiment pas bougé. Je vais démarrer les robots. Prépare, et je passe le premier en auto. Ah, là ma charge CPU a diminué. Je vais passer le deuxième en auto. Prépare auto. Puis le troisième. Puis le quatrième. Voilà. Et là, je vois que ma charge CPU, dès que je suis en mode automatique, elle descend. Je suis ici à un peu moins de 40%. Et maintenant, je vais lancer effectivement mes robots.
Alors, le premier. Et là, je fais un cycle. On voit bien ici le double tracking. Robot relativement lent. Hein. J'ai un contrôle de l'accélération tangentielle très très conservateur. Je lance le deuxième. Pareil, on a un contrôle de l'accélération tangentielle, il est lent. Les deux autres, je n'ai pas le contrôle de l'accélération tangentielle. Je n'ai configuré que pour deux robots. Et je vais les lancer l'un après l'autre. Toujours en double tracking, on voit que le troisième va cette fois beaucoup plus vite que les 1 et 2. Donc là, je n'ai pas le contrôle d'accélération tangentielle. Pareil pour le quatrième. Voilà. Et donc mes axes motion tournent toujours. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais regarder la trace. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. La trace est impactée. Donc, j'ai eu au début le passage en mode auto où je ne faisais pas de mouvement. J'arrivais à un available load de 40%, 60% de charge CPU. Et dès que je lance mes trajectoires avec Velocity Control, j'ai un available load à 20%, donc 80% de charge CPU. Là, c'est critique. Hein. Quand on arrive à 20%, bon, si vraiment la charge est très très régulière, typiquement comme on a là, c'est-à-dire qu'on n'a pas de zone où le processeur est asphyxié, bon, on peut rester par là. Mais vous voyez, on a une available load à 18%, on est vraiment là en zone dangereuse. Voilà, moi je conseille de ne pas descendre en dessous de 25 à 30% de available load. En dessous, hein, comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé et il y en a chez qui ça a marché, il y en a chez qui, il y en a qui ont eu des problèmes. Voilà, donc voilà, c'est une zone quand même dangereuse. On va maintenant arrêter ceci et voir la courbe remonter. Donc j'arrête mes séquences de test en automatique pour le robot 4. Je remonte un petit peu. Pour le robot 3. Je remonte encore. Là, ils ne bougent plus, mes robots. Hein. Vous voyez, on peut le vérifier. Les robots 3 et 4 ne bougent plus. Les premiers bougent encore. Je ne les ai pas arrêtés. Je vais les arrêter. Enfin, j'arrête leur fonctionnement en mode auto pour le second et pour le premier. Et je vais donc... Je ne fais plus de mouvement, mais je suis toujours en mode auto. Je suis remonté à peu près à 35... entre 35 et 40% de available load. Maintenant, je vais les arrêter. J'en arrête un. Stop. Et là, je remonte beaucoup. Je vais arrêter le deuxième. Le numéro 3. Stop. Je vais encore remonter beaucoup. Le numéro 2. Voilà. Et le premier. Donc là, je suis revenu à mon état de départ, hein, où j'étais à peu près à 70% de charge CPU. C'est ça qui est très important finalement, c'est de retrouver les valeurs initiales. Je peux également arrêter mes axes motion, mais là, on a vu qu'on n'avait pas d'influence. Donc c'est la command table. Le stop, c'est le... le stop, c'est le 25 987. Voilà, j'arrête mes axes. Je vais arrêter les 80 axes motion également. Voilà, ils sont tous arrêtés. J'enfonce le clou en faisant un arrêt d'urgence. Donc là, vraiment, tout est arrêté. Et voilà, on retrouve bien la charge CPU initiale. Ce que je voulais voir, c'est-à-dire à peu près du 70%. Voilà. Bien. Ça, c'est vraiment quand on pilote manuellement. C'est pas forcément très très intéressant. Maintenant, je vais faire une petite pirouette pour que tout ça fonctionne de manière automatique en fonction d'un compteur de temps. Donc ça, c'est dans le programme séquenceur de test ici. Hein. C'est un tout petit programme qui, en fonction des temps, va faire des relevés, piloter des choses, etc. Je renvoie le programme. Et ce que j'ai fait précédemment à la main, il va le faire de manière automatique et surtout de manière identique à chaque essai. Le programme est chargé. Cette fois, je n'ai plus besoin que des temps et des relevés. Voilà.
Donc, je lance la trace. Et je passe en run. Le test va se faire de manière automatique. J'attends un certain temps au début. Ici, je suis bien à Cercos 1 milli, 2 robots en vel control, mais une machine à 10 milli. À 7 secondes, je mesure la charge CPU à vide, 72. Là, le available load à vide, 72. Je démarre les axes motion et à 12 secondes, je mesure 71% available load. J'ai démarré un robot, à 21 secondes, j'ai mesuré 54% available load, etc. etc. Hein, encore une fois, on retrouve séquencé de manière automatique ce que j'ai fait précédemment à la main. Si je vais sur la visu, je vais voir mes robots tourner. Voilà. 2 avec le Velocity Control, 2 qui ne l'ont pas. Je vais voir les axes motion tourner, tous. C'est exactement la même chose. Et puis, donc, j'arrête les robots. Et on va aller jusqu'à la fin du test. Voilà, on arrête le dernier. On revient au début. On laisse bien stabiliser le premier ordre. Voilà. Voilà, le test est terminé. On peut arrêter la trace. Donc, on voit que alors les deux temps à la fin, 69 normalement doit être le même que 71. Alors, bon, on a 2% d'erreur. Voilà, autorisez-moi une petite erreur de mesure, de calcul de mon premier ordre ou de temps réel, je ne sais pas. On est dans la mesure physique là, hein, on n'est pas dans la théorie mathématique. Voilà. Et de même que le dernier, une fois qu'on a arrêté les axes motion, 71 pour 72, voilà, c'est très très proche. Donc on a bien vérifié qu'on avait bouclé la boucle, si je puis dire. Donc ça, c'est un test, une condition, c'est-à-dire dans ce cas-là, LMC 802, machine expert 2.0, Cercos à 1 milli, 2 robots en Velocity Control. Alors dans mes tests, j'ai mis soit 0, soit 4, hein, là c'était un cas un petit peu intermédiaire, et un main machine à 10 millisecondes. Donc, ça c'est pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait ces relevés. Maintenant, d'un point de vue de la synthèse des résultats, alors, concrètement, tous ces petits tableaux que je viens de vous montrer, donc, je les ai relevés tous ici. Donc, le premier, c'était pour un Cercos à 1 milliseconde. Alors, Cercos à 1 milliseconde, sans vel control, avec vel control, mais une machine à 5. Donc ces deux captures d'écran correspondent à, ici, sans velocity control, avec velocity control. J'ai fait la même chose ici pour un main machine à 10 millisecondes. C'est ce qu'on va retrouver là et là. Ensuite, j'ai fait la même chose pour 2 millisecondes sur le Cercos. Puis, pour le Cercos à 4 millisecondes, j'ai fait 4 cas de période de main machine, 8, 16, 20, 40. Je retrouve les 8 cas ici en dessous. Voilà, donc j'ai fait ces captures d'écran là, avec le tableau de synthèse au-dessus. Ah, j'ai un effet démo, voilà, le tableau de synthèse. J'ai fait la même chose pour Machine Expert 222, et encore la même chose pour le LMC 902 Machine Expert V20 et 902 Machine Expert V222. C'est là donc qu'on retrouve nos 64 relevés. Alors effectivement, ça prend un petit peu de temps, je vous fais grâce de tout ça. Allons directement à la synthèse de ces résultats. Donc ça nous donne, pour les 4 cas de figure comme ceci, 802 Machine Expert V2, 802 V222, 902 V20, 902 V222. Je copie-colle ces résultats sous forme d'une base de données pour pouvoir filtrer, trier et surtout faire des relevés intéressants en dessous. Voilà. Avoir des données, c'est bien. Savoir les filtrer, les exploiter, c'est encore mieux.
hein, c'est le principe de toutes les données. On en a beaucoup, mais il faut savoir ce que l'on souhaite regarder. Donc, ben c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. Il faut savoir les filtrer, les analyser. Dans ce que je vais présenter, je ne garde pas les cas 1, 2 et 3 robots. Je ne vais garder que 4 robots avec ou sans contrôle de l'accélération tangentielle. Voilà. Je fais le choix de ne pas traiter 1, 2 ou 3 robots, voilà, encore une fois, pour avoir des données simples à exploiter. Dans un fichier Excel, on peut filtrer, on peut tracer des courbes, etc. Donc là, j'ai supprimé 1, 2 et 3 robots, je n'ai gardé que 4 robots sans et avec contrôle de l'accélération tangentielle. Ici, c'est uniquement les axes motion et ici, c'est à vide. Encore une fois, dans les 4 cas, 802 V20, 802 V222, 902 V20, 902 V222. Je ne vais m'intéresser qu'à ceci. Et si je regarde, donc, je relève de 2 cas particulièrement intéressants. Donc, LMC 802 Machine Expert V20, ça je ne le change pas. Et je vais regarder donc pour la première, c'est à vide, dans différents cas de figure du tick Cercos et la période du main machine. Donc le cas standard que l'on connaît bien, c'est le Cercos à 1 milli, le main machine à 10. Ici à vide, ça c'est le available load. Ici, avec 88 axes motion, 80 en positioning, 8 en endless. Ici avec 4 robots sans le velocity control. Et ici 4 robots avec velocity control. Voilà. Et là typiquement on arrive à une zone, voilà, je l'ai mise en rouge, hein, que je qualifie de zone interdite. Hein. Il faut là. Personnellement, je ne fais pas tourner la machine dans ces conditions. Je considère que c'est trop risqué. 27, bon, entre 20 et 30, c'est une zone intermédiaire. Voilà, on peut le faire, il faut le surveiller. Au-dessus de 30, on est vert, on peut y aller. Voilà. Donc, là, hein, pour moi, on est en zone un petit peu critique. Si je mets le Cercos à 2 milli et le main machine à 10, eh bien voilà, hein, tout de suite, j'arrive à quelque chose un système qui respire beaucoup mieux. Passer le main machine de 10 à 20 milli, ben, finalement, ça n'a pas beaucoup d'influence, c'est pas forcément très intéressant. Donc là, si je devais faire une machine comme ça, je la garderais dans ce domaine-là. Après, on peut donner encore un petit peu plus d'air, hein, de ressources CPU si on passe le Cercos à 4 milli. Donc là, hein, on a encore 10-15% de available load en plus. Alors là, on a un main machine qui est 2 fois plus lent que le Cercos, alors qu'habituellement, de manière par défaut, on est à 10 fois plus lent. Bon, là, c'est un petit peu ambitieux. On n'a peut-être pas besoin d'être aussi rapide pour le main machine. Voilà, on peut aller plus lent et donner encore un peu plus d'oxygène. Hein, voilà, là, on voit qu'on gagne. Alors ici, il se passe quelque chose qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'entre 8 et 20, normalement, on s'attendrait à ce que la charge CPU diminue. De même qu'entre 16 et 20. Et pourtant, le available load diminue. Alors, il réaugmente après quand on passe encore de 20 à 40. Je suis allé jusqu'à 40 pour conserver le rapport 10 que l'on a par défaut dans le template. Hein. Voilà. Bon. Je peux vous assurer que ça, j'ai fait des dizaines de tests, j'ai essayé de comprendre pour voir si je ne m'étais pas trompé, je n'ai pas la réponse. Voilà, je peux juste vous dire que c'est quelque chose qui est paradoxal, que c'est contre-intuitif, que c'est pas ce à quoi on s'attend, mais je peux vous garantir que je l'ai bien vu, je l'ai bien testé et retesté. Voilà. Pourquoi on arrive là ? Je sais pas. Je sais pas répondre. Je n'ai pas forcément passé des heures et des heures à essayer de comprendre, mais voilà. C'est un point qui est paradoxal. J'ai fait une deuxième analyse, cette fois entre un 802 et un 902, et également avec Machine Expert V2 et 2.2. Et cette fois, je n'ai considéré
que les cas de 4 robots avec Velocity Control. Donc là, c'est vraiment le contrôleur travaille à fond. Et alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? La première, ça va être le 802 avec Machine Expert V2. On voit que dans le premier cas, si on passe à Machine Expert V222, le Available Load diminue, donc c'est encore plus critique. Par contre, dans les cas suivants, quand on va un peu moins vite, le Available Load augmente quand on passe avec Machine Expert V222. Là aussi, on a des choses paradoxales. Alors d'ailleurs, plus en V2.0 qu'en 2.2.2. En 2.2.2, on a à peu près des choses, on va dire, normales, auxquelles on peut s'attendre. Mais là, on a ce passage que je ne sais pas expliquer. Et puis, effectivement, après on passe avec le 902, donc beaucoup plus puissant. Là, on a un gros écart quand on est sur le Cercos à 1 milli. Et puis après, l'écart relatif diminue. Voilà, à 2 milli et puis à 4 millisecondes. Voilà, alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail de l'interprétation. Il y a tellement de données, il y a tellement de cas qu'on pourrait parler beaucoup, on pourrait analyser beaucoup. Voilà. Simplement, je vous donne des pistes de réflexion en fonction de votre besoin, de la machine sur laquelle vous devez travailler, de vos questionnements, de vos... voilà. Plusieurs choses, plusieurs paramètres peuvent être réglés, modifiés. À vous de trouver les bons. Est-ce qu'il faut un contrôleur plus puissant? Est-ce qu'il faut ralentir? Est-ce qu'on peut ralentir? Qu'est-ce qu'on peut ralentir? L'applicatif, le motion, etc., etc. Voilà. Je vous donne là toutes les possibilités, à vous de choisir celles qui sont les plus adaptées à votre besoin. Et puis, donc finalement, en guise de conclusion, et ça sera la 3e fois que je vous le dis, je me répète, je suis désolé, voilà, ça, je vous livre là des données de simulation. Et la simulation doit rester la simulation, le monde réel, parfois, est un petit peu différent, donc pensez à le faire également. Ce que je vous ai présenté là doit permettre d'avoir une approche sensible de l'influence des différents paramètres, c'est-à-dire la période de la tâche motion, la période de la tâche applicatif, et de pouvoir, dans votre cas, le définir de manière le plus judicieuse possible. Alors, là aussi, il y a souvent des idées reçues sur le sujet, on cherche toujours à aller au plus vite. Bon, c'est pas forcément ce qu'il faut toujours rechercher. Typiquement, en robotique, avoir la tâche Cercos, la tâche motion à 4 milli, c'est pas du tout pénalisant. En robotique, entre 1 et 4 millisecondes, je pense que vous ne verrez pas la différence. Moi, je ne la vois pas. J'ai fait des applications, certaines assez rapides. Un Cercos à 4 milli, vous ne voyez pas la différence. Ce qui est un petit peu différent quand on fait du motion, alors j'ai mis motion high performance, et quand je dis ça, je pense par exemple à des systèmes ACAM, où on va avoir de la synchronisation, par exemple de la coupe à la volée, de détecter un spot, et là le Cercos peut influer beaucoup. Prenez par exemple un tapis qui avance à 1 mètre par seconde, en 1 milliseconde il fait 1 mm. En 4 millisecondes il fait 4 mm. Et dans des applications de motion synchronisée, un jitter de 1 à 4 mm, ça se voit. Encore une fois, en motion hyper, passer de 1 à 4, c'est pas innocent. Ça doit se calculer, ça doit se vérifier. En robotique, vous pouvez y aller, vous verrez pas la différence. Alors, le point suivant, c'est la fréquence du main machine, parce que là aussi, on voit différents cas de figure. Alors, le main machine, la tâche applicative, et là, je parle aussi par rapport à mon expérience, je n'ai jamais eu besoin de la faire tourner plus vite que 10 millisecondes. Voilà, c'est rare, et je crois sincèrement qu'on n'a pas besoin d'être plus rapide. Mais de l'autre côté, il ne faut pas être non plus lent que 20 à 25 millisecondes. Pourquoi? Parce que là, on arrive dans des fréquences qui commencent à être proches de la sensibilité, soit de l'œil, soit du toucher.
Et très souvent sur une machine, on a un IHM où on réagit à des appuis-boutons sur un pupitre, etc. Et au-delà de ces temps-là, on commence à avoir, j'aime appeler ça le côté sensible. C'est-à-dire qu'on appuie et ça réagit pas tout de suite. On appuie sur l'IHM, ça réagit pas tout de suite. Et ça devient problématique. Parce que là, vous commencez à pénaliser l'ergonomie avec des risques de double appui, de rebond, d'opérateur qui est un petit peu perdu. Voilà. C'est pour ça que cette zone 10 à 20 milli, pour moi, c'est la zone utile, c'est la zone intéressante. Quelque chose de très important, je ne l'ai pas noté là, conservez toujours un main machine en sous-multiple du Cercos. C'est-à-dire, si vous avez un Cercos à 4, il ne faudra pas mettre un main machine à 10. Il faudra le mettre à 8, à 12, à 16, à 20, mais pas à 10. Parce que 10 n'est pas un multiple de 4. Voilà, gardez ça à l'esprit. Et puis finalement, la conclusion de tout ça, eh bien, on retrouve les grands principes des architectures temps réel. C'est-à-dire qu'il faut pas toujours chercher le plus rapide, le plus performant. Non, 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 non. Il faut faire le bon choix. Il faut faire le choix judicieux. Il faut savoir prioriser qu'est-ce qui a besoin d'être rapide, qu'est-ce qui peut ne pas l'être, et bien séquencer, bien ordonner les tâches les unes par rapport aux autres. Et c'est ça finalement le secret du temps réel, c'est qu'il faut pas être ni trop rapide, ni trop lent. Hein, c'est le fameux ni trop, ni trop peu des philosophes. Voilà, être dans la justesse, dans la juste proportion du séquencement. Voilà. J'en ai fini, alors une présentation un petit peu longue, mais voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je prétends pas être exhaustif avec ce que je vous ai montré. Gardez surtout une méthode, une méthodologie, comment mesurer, qu'est-ce qu'il faut mesurer et surtout sur quoi on peut jouer pour que un besoin fonctionnel, pour qu'une charge CPU arrive à rentrer dans les bonnes proportions dans le contrôleur que vous avez choisi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers mes collègues. Bien évidemment, nous répondrons, nous pourrons vous donner plus de précisions sur ces sujets. La charge CPU est quelque chose de très très important. Hein. Euh, c'est un petit peu l'oxygène que vous laissez au contrôleur pour respirer. C'est la marge, c'est ce que vous avez comme marge pour les évolutions futures d'une machine. Hein, il arrive qu'on doive rajouter un axe, rajouter un robot sur une machine et je dirais que quand on conçoit la machine initialement, c'est toujours bon de laisser un petit peu de marge pour les évolutions futures et de ne pas se mettre en zone rouge ou jaune dès le début. J'en ai fini, je vous remercie.